Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Je vous propose de nous retrouver autour de la lecture d'un texte d'un blogueur politique français, le blogueur Descartes, qui est ce que j'appellerais un communiste old school, quelqu'un qui a été formé certainement en politique française au sein du Parti communiste des années 60-70, donc voilà, qui a un certain âge et une certaine vision de la société qui m'a toujours beaucoup intéressé par sa culture et la profondeur de sa réflexion historique. C'est quelqu'un voilà, qui s'inscrit dans une perspective, on va dire, souverainiste de gauche ou gauche communiste. Il possède donc un blog où il fait des interventions voilà, que je lis avec une très forte régularité depuis une dizaine d'années, et c'est vraiment un commentateur très avisé de la vie politique française. Donc moi je vous recommande fortement voilà, son blog si ça vous intéresse, d'avoir une source d'information qui est quand même plus intéressante, semble-t-il, que la plupart des journaux qu'on peut trouver dans ce pays. C'est un très bon analyste politique, et ce soir je vous propose donc la lecture de son tout dernier billet en date du 26 juillet 2024 sur la situation politique française. Donc voilà, on va faire un petit peu d'analyse politique immédiate. Il va s'agir de réfléchir autour de la crise politique française qui a été ouverte par la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République il y a quelques temps, et les conséquences des élections qui ont eu lieu sont la difficulté au cours de cet été 2024 de former un gouvernement français. C'est pas la première fois, c'est même pas la première fois depuis le début de l'histoire de la Ve République, mais voilà, la crise s'éternise un petit peu, on ne sait pas très bien comment tout ça va nous amener à un gouvernement quelconque. Et je trouve que la réflexion de Descartes a le mérite de réinscrire cet épisode dans une évolution de plus longue durée. Donc je vais vous lire un petit peu son texte et je ferai peut-être quelques remarques supplémentaires. Même une montre arrêtée peut afficher l'heure juste. Bien sûr, cela n'arrive que 2 fois par jour, mais ça arrive. Et de même, il arrive aux pontifes qui hantent les émissions des chaînes d'information continue de dire quelque chose d'intéressant. L'autre jour, l'un de ces commentateurs multicartes a dit quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Commentant la difficulté à former un gouvernement, sa théorie était que la difficulté vient en grande partie du fait que nos politiciens ont tous le regard rivé sur 2027 et que par conséquent, ils ne veulent pas aller au gouvernement. Car, si l'on en croit ce commentateur, gouverner aujourd'hui, c'est hypothéquer ses chances à l'élection présidentielle. Cela m'a fait réfléchir. Pourquoi le fait de gouverner devrait faire baisser votre cote dans l'opinion ? Point d'interrogation. Et c'est vrai que c'est assez contre-intuitif. Le rôle des partis politiques, conformément à leur définition, je dirais même, et à leur place mentionnée dans la Constitution de la Ve République française, les partis politiques sont censés, certes, contribuer à la formation de l'opinion publique, mais ce sont avant tout, d'un point de vue de sociologie politique, des organisations privées, des associations, donc ils ont un statut légal d'association, des organisations qui ont pour vocation à prendre le pouvoir, à faire élire des candidats, à participer à la définition des politiques publiques en présentant des candidats aux élections. Donc, pourquoi des institutions dont la nature même est de chercher à atteindre le pouvoir n'auraient pas envie de gouverner, en fait ? Ça semble une situation étrange. C'est pourtant là une vérité admise par tous, au point qu'à droite comme à gauche, on se féliciterait presque de ne pas avoir à gouverner, à exercer effectivement le pouvoir. Parce que l'exercice du pouvoir ne peut que dégrader votre image, vous faire perdre des voix, bref, réduire votre statut aux yeux des Français. Pourtant, cela n'a pas toujours été comme ça. Pendant des décennies, il y avait une prime au sortant, qui jouait au contraire en faveur de celui qui exerçait le pouvoir.
De 1958, fondation de la Ve République, à 1978, quasi fin du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, ce qui fait tout de même 20 ans, la majorité de droite, conduite par les gaullistes, avait été systématiquement reconduite, l'électeur préférant celui qu'on pouvait juger sur ses réalisations à celui qu'on ne pouvait jauger qu'à ses promesses. Promesses qui, comme le veut l'adage, n'engagent que ceux qui y croient. Cette prime au sortant joue d'ailleurs toujours en faveur des maires, en dehors des métropoles, là où l'électeur peut apprécier directement les actions du sortant. Donc, la situation actuelle, c'est que les partis ne veulent pas aller au pouvoir parce qu'ils semblent avoir peur d'être impopulaires à la suite de leur exercice du pouvoir, mais ça n'a rien de naturel ou d'intrinsèque aux institutions politiques modernes. D'ailleurs, contre-exemple, pendant toute une partie des 30 Glorieuses, enfin même la partie 30 Glorieuses qui correspond au début de la Ve République, ça n'était pas comme ça, les majorités en place pouvaient se faire réélire, et donc quelque chose a changé dans le rapport des Français aux partis politiques et aux législateurs qu'ils envoient dans les assemblées parlementaires. C'est tout de même étrange. Alors que chaque parti propose un merveilleux programme censé satisfaire une majorité de Français et conduire le pays vers le bonheur, et qu'ils nous jurent la main sur le cœur que ces programmes sont réalisables, ils craignent la sanction des électeurs. N'est-ce pas curieux ? Mais peut-être se fondent-ils tout bêtement sur l'expérience. Depuis 1978, et regardez bien les dates, on est donc dans cette période de fin des 30 Glorieuses, une seule majorité a été reconduite aux élections de 2007, après l'élection de Nicolas Sarkozy. Le phénomène est assez intéressant pour mériter qu'on s'y arrête. Cela fait plus de 40 ans que toute législature, qu'elle soit de droite, de gauche ou du centre, se termine par un échec, que la majorité qui prétend à la réélection sur la base de son bilan est rejetée. Un phénomène qui contredit singulièrement la pratique des 20 années antérieures. Pourquoi ? Au fond, cela traduit l'impuissance organisée du politique. Nos politiques ont bien compris que celui qui entre à Matignon a les attributs du pouvoir, mais guère plus. Une fois assis sur le trône, il peut gouverner à condition d'obéir aux injonctions de Bruxelles, de rester à l'intérieur des contraintes imposées par les juges, de se soumettre aux règles et instances imposées par les traités internationaux, de ne pas mécontenter les lobbies, sans compter sur la pression des barons locaux à qui la décentralisation a donné beaucoup de pouvoir, alors que c'est l'État qui, aux yeux des citoyens, reste responsable lorsque le toit du lycée fuit ou que les trains n'arrivent pas à l'heure. Autrement dit, nous avons un système dans lequel les gouvernants ont les honneurs quand ça va bien et encourent le blâme quand ça va mal, mais n'ont guère le pouvoir de changer ce qui compte. Ils sont payés pour prendre les coups de bâton, pour des résultats de politique largement décidés ailleurs, celles que leur prescrit le cercle de la raison. Le cercle de la raison, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, c'était une expression qui avait été avancée par Alain Minc, je crois, qui était une sorte de semi-libéral français, et ça désignait l'idée que finalement la France avait envie d'être gouvernée par des gens raisonnables, c'est-à-dire des gens qui iraient du centre-gauche au centre-droit en passant par le centre-centre. Et donc, voilà, le gouvernement idéal, en fait, c'était déjà le macronisme, c'était déjà le fantasme de cette partie-là de la sphère politique, il y a une trentaine d'années. Donc, en fait, Descartes, il nous propose d'opposer deux périodes. Une période qui correspond aux 30 Glorieuses, et plus spécifiquement à la partie 30 Glorieuses, où c'était les gaullistes qui étaient au gouvernement, et la période de temps qui a suivi, c'est-à-dire les 40 dernières années, maintenant 45 voire 50 dernières années, dans lequel, finalement, le pouvoir a lentement glissé des mains des gouvernements français vers d'autres instances. Alors, les instances de la construction européenne, la Commission européenne de Bruxelles, des instances internationales, l'OTAN, le fait que la France, voilà, ait des velléités de partager son influence diplomatique avec l'Allemagne auprès des instances de l'ONU,
Le fait qu'elle est régie de plus en plus par des règles européennes qui contraignent son champ d'action. On nous explique actuellement que, attention, si vous ne restaurez pas rapidement vos déficits, vous allez vous prendre des sanctions, etc. Donc un nivellement du pouvoir ou une réduction du pouvoir disponible par une sorte d'aspiration de ses compétences vers des niveaux supranationaux, et en même temps un processus où le pouvoir est en quelque sorte dispatché ou évidé depuis l'échelle nationale vers des petits potentats locaux, donc toutes sortes de baronnies, de féodalités, qui sont le résultat du processus de décentralisation, voilà, qui crée les grandes métropoles, les régions et toutes sortes d'échelons intermédiaires qui vont récolter des morceaux de pouvoir, mais sans avoir la cohérence d'ensemble et les marges de manœuvre qui étaient celles des États, de l'État français au moment des 30 Glorieuses. Sans compter les conséquences et les effets de la mondialisation, sans compter le fait que l'État post-années 80 n'est plus du tout le même État que celui qui existait au moment des 30 Glorieuses, parce que c'est un État qui s'est quand même massivement désengagé de l'économie, n'en déplaise aux libéraux qui nous expliquent l'inverse. Il s'en est désengagé sous la forme d'une vente de toutes sortes d'entreprises publiques qui avaient été nationalisées pour beaucoup au moment de la Libération. Donc vente de banques publiques, rétablissement de la liberté de circulation des capitaux, rétablissement de la liberté de fixer les salaires comme les entreprises le veulent, rétablissement d'un niveau beaucoup moins élevé de barrières douanières, on va vers plus de libre-échange, plus d'ouverture économique en tout cas, vente de toutes sortes d'entreprises d'État dans le domaine industriel, des participations d'entreprises, toutes sortes de choses qui faisaient que l'État avait des budgets propres. Hein. On n'était pas obligé de recourir tout le temps aux impôts, on pouvait compter sur les bénéfices dégagés par les entreprises du secteur public. Tout ça a été vendu dans une très large mesure au cours des années Mitterrand, au cours des années 90. Les gouvernements de Jacques Chirac, les gouvernements de Lionel Jospin, etc. ont mené ces politiques de privatisation. Si bien que maintenant, être au pouvoir dans le gouvernement français, c'est finalement n'avoir pas tant de pouvoir que ça, et avoir peut-être plus de risques de déplaire aux électeurs que de les satisfaire en quoi que ce soit. Dans ces conditions, nos gouvernants ne peuvent qu'échouer. Les politiques qu'ils peuvent faire, quel que soit leur choix personnel, ne peuvent que conduire à l'appauvrissement du pays, à la dégradation des services publics, à agrandir le fossé entre ceux qui profitent de la mondialisation et ceux qui en sont les victimes. Parce que le système de contraintes a été construit de telle manière que ce soit là les seules politiques possibles. D'où, jusqu'aux élections récentes, une très grande phase historique de montée de l'abstention aux élections, de dégoût, de rejet du parti politique traditionnel, de chute du nombre de gens qui font partie des partis politiques, qui ont quand même vu leurs adhérents fondre au cours des 50 dernières années, d'un désintérêt de plus en plus élevé des Français vis-à-vis de la politique qui leur semble impuissante à changer quoi que ce soit. Et un gouvernement qui met en œuvre ces politiques, donc celles qui nous mènent dans la déroute où nous sommes, ne peut que perdre des voix. Il ne peut qu'échouer, parce que dans ce monde où, pour citer Michel Clouscar, tout est permis mais rien n'est possible, la politique est devenue du marketing. Les politiques ne sont plus là pour gouverner, mais pour nous faire rêver, en nous promettant un monde où tout le monde sera riche, à droite, ou heureux, à gauche. Et peu importe si ce monde est impossible. Ceux qui, comme Churchill, n'ont à promettre que du sang, de la sueur et des larmes, ne risquent pas de passer le premier tour. Le temps est plutôt à la promesse du diplôme sans effort, de la consommation sans production, du loisir sans travail. Rappelons que la période de temps qui nous sépare de la fin des 30 Glorieuses est aussi celle de la montée du chômage jusqu'à atteindre le stade du chômage de masse. C'est pourquoi, une fois arrivés à Matignon ou à l'Élysée, nos politiques ne peuvent que décevoir leurs électeurs. Des électeurs qui n'y croient pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas si bêtes que ça, mais qui se laissent séduire quand même, parce qu'on aimerait bien que ça fonde. Mais il y a une chose qu'il faut rappeler toujours. Les contraintes dont j'ai parlé plus haut ne sont pas imposées par la nature. Elles sont largement auto-imposées par ces élites qui ont organisé leur impuissance pour ne pas avoir à prendre des responsabilités. Ce système de contraintes, on peut le refuser si on est prêt à en payer le prix. Mais on ne sort de ce système qu'en prenant des mesures révolutionnaires. Le refus des politiques imposées de Bruxelles
lorsqu'elles ne vont pas dans l'intérêt de la nation. La mise au pas des juges qu'il faut ramener à leur mission originale, qui est d'appliquer la loi. La dénonciation des obligations internationales souscrites par des gouvernements assoiffés de succès diplomatique entre guillemets, sans tenir compte de l'intérêt à long terme du pays. La réaffirmation de l'intérêt général par-dessus tous les lobbies, y compris en dénonçant publiquement leur pression. Le réexamen de la décentralisation, avec en tête le principe fondamental, pas de pouvoir sans responsabilité. La fin d'une logique législative et réglementaire qui, pour reprendre la formule britannique, a le moteur d'une 2 chevaux et les freins d'une Rolls-Royce. Vous trouvez ça dur? Je dirais plus, c'est aujourd'hui impossible. Une telle révolution a un coût, et personne ou presque ne veut le payer. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Quel parent d'un cancre est prêt aujourd'hui à embrasser une école méritocratique? Quel étudiant milite pour que le niveau d'exigence des examens soit remonté? La réalité est que nos concitoyens sont attrapés dans un système qui fait plaisir à tout le monde, quitte à s'endetter sans limite, dans lequel votre statut social est déterminé par ce que vous consommez et non pas par ce que vous produisez. C'est un peu comme si on avait oublié qu'on arrive au royaume de la liberté qu'en passant par le royaume de la nécessité. C'est une formule de Karl Marx. On prend un énorme risque à réveiller un somnambule qui marche sur une corniche. Pourtant, il va falloir. Et le nœud de l'affaire, c'est à mon sens la question de la production et du travail. Tout programme construit sur l'idée qu'il y aurait quelque part une corne d'abondance et qu'il suffirait de distribuer ce qui en sort pour que tout le monde soit heureux est toxique. Rien ne nous est offert par la nature, et l'homme n'est devenu homme que par le travail. Pour se nourrir, pour se loger, se vêtir, il faut cultiver, tisser, bâtir. Pour savoir, il faut étudier. Pour jouer un instrument de musique, pour faire de la pâtisserie, même pour élever des enfants, il faut une longue pratique faite de soucis, d'essais, d'échecs, d'efforts. Imaginez une vie sans effort, sans soucis, sans problème, où il suffirait d'aller dans un grand magasin où on pourrait tout prendre dans les rayons, diplôme conjoint, enfants, vacances, savoir, statut social, et le payer avec une carte bleue qui se remplit toute seule, c'est non seulement se bercer de douces illusions, c'est refuser notre propre humanité. Tout ce que nous avons, tout ce que nous savons, tout ce que nous sommes est le produit du travail. Du travail de nos parents, de nos maîtres, des générations qui nous ont précédés, et bien entendu, du nôtre, et de ceux à qui nous empruntons. Le problème, c'est que nous empruntons de plus en plus, et que notre travail produit de moins en moins. C'est là le problème fondamental de nos sociétés, celui qui devrait passer avant les autres. C'est pourquoi penser une coalition qui puisse gouverner le pays, c'est se mettre d'accord sur la manière dont les efforts et la valeur qu'ils produisent seront distribués entre les différentes couches de la société. L'atomisation du champ politique en 11 groupes parlementaires, un record inégalé même sous la 4ème République, qui était pourtant beaucoup plus instable, beaucoup moins conçu institutionnellement pour dégager une majorité large pour le vainqueur des élections, etc. Donc cette instabilité parlementaire traduit le refus des différents groupes de s'accorder autour de cette répartition des richesses. La formule de Mélenchon, tout le programme, rien que le programme, donc en l'occurrence celui du Nouveau Front Populaire, est un très bon résumé de ce refus de chacun de comprendre l'autre. Vous imaginez ce que cela aurait donné si le PCF, en 1944, avait prétendu du Conseil national de la résistance qu'il retienne tout son programme. Alors, il y a plusieurs choses qui méritent un petit peu d'être éclaircies dans ce paragraphe. Donc la formule de Mélenchon, ça signifie que en fait, la position de la France Insoumise s'agissant de la crise actuelle est un refus, ou en tout cas un refus de fait, même si ce n'est pas forcément dit explicitement, de participer au gouvernement. Ils ont une position qu'on peut qualifier de maximaliste, ils ont des revendications qui sont le plus à gauche du spectre, peu ouverts au compromis avec les autres forces politiques, et finalement ça traduit le fait que les partisans de la France Insoumise, selon le blogueur Descartes, et il n'est pas le seul à le dire, n'ont pas envie d'aller au gouvernement. Ils n'en ont pas envie parce que si ça se passe mal, il reste que 2 ans avant les présidentielles, donc c'est pas forcément intéressant. Et puis ils n'ont pas envie d'y aller parce que faire des compromis avec des groupes plus modérés, ça va aboutir à un programme assez centrisant, assez peu en rupture, enfin voilà, qui ne sera pas un programme très
très à gauche, ce qui risque de décevoir leurs propres électeurs, et qui dit déception dit mauvais résultats électoraux la prochaine fois. Donc il y a la France Insoumise qui fait ces effets-là de blocage, le blogueur Descartes qui critique fortement Mélenchon depuis de nombreuses années, là il le compare à ce qu'auraient été les conséquences historiques si le Parti communiste, la libération de la France, avait refusé tout compromis avec les autres forces pour appliquer tout son programme, donc un programme de véritable étatisation complète de l'économie à la mode stalinienne. Évidemment que ça aurait rendu les alliances politiques impossibles, et ça aurait peut-être même plongé la France dans une guerre civile, donc ce serait évidemment irresponsable. Et le blocage que font les Insoumis est un petit peu du même genre, ça empêche l'émergence d'un gouvernement, parce que le coût d'aller au pouvoir semble plus élevé que les bénéfices qu'on peut en retirer. Mais au-delà de la position spécifique de la France Insoumise, et au-delà des arrière-pensées des uns et des autres qui font que pour l'instant aucun gouvernement ne s'est dégagé à la suite des élections, il y a quelque chose de plus structurel. À quoi bon aller au pouvoir si c'est pour ne pas faire grand-chose, décevoir les gens, dont on aura obtenu les suffrages en leur faisant des promesses qui seront plus ou moins démagogiques ou plus ou moins impossibles à tenir, ou en tout cas qui exigeraient un courage politique et de la confrontation justement avec cet ensemble de systèmes de résistance qui a été décrite par le bloqueur Descartes. Système de contraintes qui pèsent sur l'action publique, au premier rang desquels il faut bien sûr mettre les règles du droit européen, qui sur l'ensemble des sujets, de l'immigration à l'économie en passant par l'énergie, sont quand même extrêmement nocives pour la conduite des affaires publiques en France. Et bien pourquoi prendre ce risque justement d'aller au pouvoir si c'est pour ne pas pouvoir y faire grand-chose, décevoir les électeurs et finalement se retrouver battu à plat de couture aux prochaines échéances électorales. Donc personne n'est très pressé de gouverner, ce qui est quand même assez paradoxal, puisque c'est l'essence même des partis politiques, c'est au nom de ça que, au nom de leur soi-disant compétence, ou au nom de leur soi-disant envie de gouverner à la place des citoyens, que nous avons un système de, un système représentatif, hein. On élit des gens qui sont censés gouverner, et nous ça nous décharge de la peine de le faire, mais peut-être aussi du devoir ou de la nécessité que nous aurions à nous charger de ces questions politiques. Donc c'est pour ça qu'on en arrive à cette situation où personne n'a vraiment envie de gouverner. Il faudrait une crise profonde, très profonde, pour avoir l'espoir de voir quelque chose bouger. En attendant, comme le disait un politique, gouverner restera une pénible corvée entre deux élections. Une corvée si pénible qu'on ne trouvera bientôt plus que des jeunes sans expérience ou des nullités venant de la société civile pour la faire. Et il y a effectivement un autre facteur à mettre en relation dans cette évolution d'ensemble. À mesure que aller au gouvernement français, ça n'a plus vraiment d'importance parce que le gouvernement français de toute façon ne peut pas changer grand-chose, eh bien ça détourne de l'engagement dans la vie publique toutes sortes de personnalités qui peuvent être brillantes, intelligentes, compétentes, avoir des ambitions, avoir envie de faire quelque chose dans la société. Tous ces gens-là sont forcément d'autant moins attirés par l'idée d'aller faire de la politique dans les partis politiques, à mesure que arriver au pouvoir n'a plus trop d'importance. On va retrouver ces gens-là dans d'autres secteurs de la société, dans les entreprises privées, dans les grands groupes, dans les centres de décision qui sont en dehors de l'État finalement, voilà, ou dans d'autres modes d'exercice peut-être du pouvoir qu'il peut y avoir dans la société, mais à quoi bon consacrer tout son talent et toutes ses ambitions pour aller participer à un gouvernement qui, au final, ne pourra pas faire grand-chose, compte tenu des différents blocages qui ont été indiqués dans le texte. C'est donc pas forcément très étonnant qu'on ait une dégradation qualitative du personnel politique depuis un certain nombre de décennies. Ça se voit ne serait-ce que sur le plan de leur formation initiale, hein, quand on a un Premier ministre comme M. Manuel Valls il y a quelques années qui n'a qu'une licence d'histoire à son actif, ou quand on a un M. Gabriel Attal, le Premier ministre de la France, compte tenu de son âge et compte tenu de son absence d'emploi ou d'activité quelconque qui aurait justifié qu'il ait un cursus honorum préalable à sa prise de fonction. Bon, c'est tout à fait normal qu'on ait des personnages de plus en plus médiocres qui se succèdent au pouvoir, à mesure que le pouvoir est quelque chose qui perd en capacité d'agir sur la société. Donc, il y a une espèce de cycle vicieux qui se met en place. Moins le pouvoir peut de choses, plus il est occupé par des nazes, et plus les gens sont nazes, moins ils vont être susceptibles d'avoir
la vertu politique, justement, de rétablir un pouvoir politique stable, souverain et capable de transformer la société pour résoudre ces problèmes. Voilà, c'était une petite analyse de la situation politique française à l'été 2024. J'espère que vous n'aurez pas envie de vous tirer une balle à la suite de cette vidéo. Et puis, rejoignez-nous pour en discuter sur qu'est-ce que nous pourrions faire pour essayer de remédier aux problèmes du pays.